la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez. Kavi TV, la télé du développement. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur le seul et unique média de développement en République de Guinée, Kavi Média. Merci de nous écouter sur la 89.5, c'est en bande FM, vous êtes à Conakry et environ. Merci de votre fidélité. À la télé, vous nous regardez sur le bouquet Canal Plus numéro 249, sur Star Times. Vous nous suivez sur les numéros 113 et 779. Merci également de nous suivre via notre application mobile Kavi Média, disponible sur Play Store et App Store. Merci également de nous suivre grâce à notre site d'information siaminfo.com aussi, que vous pourrez, là également, vous pourrez nous regarder ou nous écouter en direct dans cette émission sur nos différents réseaux sociaux. Kavi TV relaie en direct cette émission si vous êtes sur Facebook, Ganga RTV également. Merci de nous écrire si vous êtes à notre compagnie. Écrivez-nous sur le plus 224 629 95 67 67 629 95 67 67. Au menu de ce matin, appel à manifester des forces vives de Guinée, de heurts signalés selon dit dans plusieurs quartiers situés sur l'axe Le Prince à la T8. Un jeune de 20 ans a été mortellement fauché par une balle et plusieurs blessés selon les forces vives de Guinée. Une journée qui a paralysé les activités par endroits dans la capitale guinéenne. Un rapport de force qui inquiète de nombreux observateurs. Les invites à la retenue se multiplient d'ailleurs pour une solution plus pacifique. Les échos avec les débatteurs de cette émission. Après sa menace de ne plus reconnaître le régime militaire le 22 avril 2024, l'Union sacrée des forces vives revient sur ses pas au bord de l'implosion à la suite d'une cascade de démissions. Cette coalition composée de partis politiques ayant pour la plupart participé au premier cadre du dialogue accorde une nouvelle chance au dialogue qui, pour elle, est l'ultime solution en vue d'une sortie rapide de crise. Ces acteurs sociopolitiques invitent leurs pairs de l'opposition au dialogue, de la menace au pacifisme. Qu'est-ce qui a motivé ce revirement de situation de l'Union sacrée dite des forces vives de Guinée? Dr Ibrahima Souri Diallo répondra à nos différentes questions dans cette émission. C'est sans doute la fin de la coopération militaire entre la France et l'Afrique. Le président Emmanuel Macron, comme un coup de massue, a affirmé que le départ annoncé des bases françaises aurait été négocié entre les pays africains qui l'ont décrété et la France, tout en estimant que c'est par simple commodité et par politesse que la France a consenti la primeur de l'annonce à ces pays africains, une sortie qui n'a pas laissé indifférent des dirigeants africains. La réponse du Sénégal ne s'est pas fait attendre. Le Premier ministre Ousmane Sonko a aussitôt botté en touche cette affirmation, soulignant qu'elle est totalement erronée et qu'aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour. Il explique
que la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté en tant que pays libre, indépendant et souverain. Un divorce au goût très amer pour l'ancien colon, il faut le dire. Voilà pour le menu. Encore une fois, bonjour et bienvenue sur votre média de développement. Merci une fois encore, si c'est maintenant vous le faites. Merci de nous rejoindre sur le seul et unique média de développement en République de Guinée avec l'équipe au complet ce matin. Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Leba. Bonjour Abdallah, bonjour Mohamed Ba, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Ba, le PM, de retour parmi nous. Bonjour Abdallah, bonjour à tous, bonne et heureuse année. Merci, 2025. Bonne année également à toi. Merci. Le PM qui a du pain encore sur la planche. Ah oui, allez, on commence par vous, Mohamed Leba, puisque c'est vous, du côté de Siam, il faut le rappeler, notre site d'information qui avait donné l'alerte, si je ne me trompe. Un jeune mortellement fauché par une balle, selon les forces vives de Guinée. Oui, c'était le bilan hier adressé, disons, d'abord à mi-journée parce que l'incident s'est produit quand même du côté de la transversale, la numéro 8, la T8, comme on aime le dire souvent. Ce jeune qui aurait été fauché par balle parce qu'il faut quand même attendre qu'il y ait quand même l'autopsie et voilà, et toute l'expertise pour confirmer parce que c'est quand même pour le moment un bilan donné par les forces vives qui ont appelé à manifester hier le 6 janvier 2025. Ce qu'il faut dire par rapport à cela, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a quand même de la calmie qui est quand même de retour dans plusieurs quartiers, notamment à Bomboli hier, où il y avait quand même ces échauffourées quand même qui éclataient entre forces de l'ordre et manifestants à Koloma et d'autres quartiers, notamment à la T8 où ça n'allait pas du tout. Nous avons vu des jeunes très en colère. La plupart, vous allez encore comprendre qu'il y avait assez de gamins. Pour ceux qui étaient sur le terrain hier pouvaient le comprendre. Et de l'autre côté, des forces de défense et de sécurité qui étaient, disons, intraitables face à ces différentes situations. Comment aujourd'hui résoudre ce problème quand il s'agit quand même des manifestations dans notre pays? Des deux côtés, il y a des responsabilités qu'il faille prendre. Si je parle des deux côtés, je parle du côté des forces de l'ordre et du côté des organisateurs des manifestations et des manifestations et des manifestants eux-mêmes. Parce que si vous regardez la méthode de manifestation, ça renvoie encore à d'autres choses aujourd'hui que nous ne voulons pas. Parce que pourquoi? Nous sommes dans une période de transition et on peut manifester tout simplement sans qu'il n'y ait... Parce que hier, vous avez remarqué, il y avait même des pick-up de la CMIS, je crois bien, qui avaient été attaqués. Je crois que cela nous met encore en retard parce que ces pick-up-là n'appartiennent pas à une famille. Ces pick-up-là n'appartiennent pas à une personne. Ces pick-up appartiennent à tout le monde parce que ça sert quand même à ces forces de défense et de sécurité de lutter contre l'insécurité que nous dénonçons en longueur de journée. Donc il faut
faut aujourd'hui, je crois, changer de fusil d'épaule, savoir comment manifester, parce que ce qui se passe dépasse l'entendement. S'attaquer aux paisibles citoyens, par exemple, ceux qui n'ont rien à voir avec la gouvernance de notre pays, les retirer leurs biens, je ne crois pas que ce soit une autre façon de manifester ou une bonne façon de manifester. Tout simplement, c'est du vol, c'est de l'attaque. On peut mettre cela dans cette catégorie-là. Parce qu'il y a des bandits qui évidemment, qui ne profitent que de ces situations malheureuses pour les personnes qui sont prises pour cible. Et hier encore, il y a eu des victimes, disons souvent, parce qu'il y a des victimes collatérales. Et hier, il y a eu la même chose. Ce qu'il faut par rapport à ces bilans, c'est vrai qu'on parle aussi des blessés, mais concernant ce cas de mort, il n'y a pas eu assez d'informations sur la personne qui serait décédée, même si on nous dit que d'une part c'est un motard et de l'autre côté est-ce un manifestant. Vous allez comprendre que dans les jours à venir... Parce que même son père, j'ai suivi quand même le témoignage de son père sur certains sites d'information. Même son père a du mal à situer la responsabilité. Où on voyait effectivement la victime qui quand même était parmi les manifestants. Et de l'autre côté, voilà, il y a cette prise de parole du père qui, comme vous l'avez rappelé, n'était pas quand même en mesure de situer réellement cette responsabilité. Évidemment. Et surtout dire avec exactitude si l'enfant était sur la route. Sur le terrain. Le problème n'est pas à ce niveau-là. Vous le savez, aujourd'hui, quand on parle de la répression des manifestations, avec des armes conventionnelles, peut-être on pourrait comprendre, mais quand il s'agit quand même des armes létales, je crois qu'il y a encore assez de problèmes à ce niveau-là qu'il faille résoudre, parce que le CNRD, à son arrivée au pouvoir, avait dit quand même que personne n'allait quand même mourir pour son opinion. C'est vrai aujourd'hui que la manifestation, la nature, on peut condamner, mais aller jusqu'à enregistrer des cas de mort, je crois qu'il faut encore essayer de revoir la façon de faire. Manifestation pacifique, mais des échauffourées est signalée à Diallo. Voilà la triste réalité du terrain hier lundi à Conakry. Oui, absolument. On ne le souhaitait pas, on l'avait dit ici. Ouais. Mais que voulons-nous d'autre dans un état où il n'y a plus de dialogue, la communication ne passe plus entre les acteurs, entre les différentes composantes de notre société. Et naturellement, c'est dans l'ordre naturel des choses que cela puisse se passer. Par notre souhait le plus absolu, au regard du contexte de la situation de notre pays, on aurait dit quand même s'attendre à mieux de nos dirigeants. Évidemment. Pour nous faire l'économie de tout ce que nous vivons dans notre pays ici. Ça passe à tout bout de champ des éléments ici dans nos différentes éditions d'information concernant la vie chère dans notre pays ici. Voilà des questions très essentielles qui devraient quand même focaliser les attentions de part et d'autre. Comment faire en sorte que cette pauvreté soit atténuée. Vous avez vu ici, c'est la population de Dubreka, c'est dans les différents marchés ici à Matoto. Où les femmes ont attiré l'attention de nos dirigeants quant à un certain nombre, disons, de prix qui semblent pour eux absolument inaccessibles, tout au plus. Donc c'est pourquoi je pense qu'il est évident, encore une fois, qu'on essaie, même si à l'évidence nous ne voyons pas un interlocuteur, même si ce n'est pas le pouvoir en place, je l'avais rappelé hier, nous sommes en Guinée. Il y a des Guinéens qui peuvent à un certain niveau, encore une fois, si l'occasion leur est permise, de se constituer en bon office et d'aller vers les acteurs. Et de dire surtout à nos dirigeants, parce qu'encore une fois, il faut le rappeler, l'initiative d'un dialogue relève exclusivement de ce qui nous gouverne. Maintenant, le format, c'est là où la discussion peut-être va s'inviter de part et d'autre pour qu'ils trouvent encore une fois le format qu'il faut
pour qu'on s'assied et qu'on discute. C'est de là qu'il s'agit. On parle de la Guinée, c'est de Guinée tout court. Je pense qu'il n'y a pas autre chose à dire à ce niveau-là pour que nous sortions de cela. Encore une fois, on l'avait rappelé ici, le rapport de force n'arrangera personne. Et de part et d'autre, il faut le rappeler, on ne peut pas faire de la violence à propos de tout et de rien et s'attendre à des résultats différents. Parce que de toute évidence, après Mamadi, c'est notre Guinée qui viendra nous gouverner. Donc il faut faire en sorte qu'on essaye de s'entendre et qu'on discute sur des questions très essentielles pour notre nation. C'est cela un État, c'est cela une république. Nous avons vu ici ce qui se passe, un État européen, en l'occurrence la France, qui traverse une crise absolument indescriptible. Mais vous avez vu, tous les premiers ministres qui sont venus ici ont appelé à un dialogue, sont allés vers les autres coalitions, parce qu'ils savent que eux seuls, ils ne peuvent pas gouverner, en quoi amorcer une véritable gouvernance pour pouvoir satisfaire les Français, parce que c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Il y a un État, il y a un gouvernement qui a la mission de répondre à un certain nombre de besoins de la population. Donc, comme tel, le gouvernement aura besoin, disons, ce qu'on appelle un consensus de la part de ce qu'on peut considérer comme étant des adversaires, parce que tout simplement, ce sont des gens qui veulent, tout au plus, qui dénoncent la façon de faire et qui, par ailleurs, proposent des solutions. Je pense que c'est ce qu'on appelle le débat politique, le débat démocratique, et ce qu'il faut permettre... Donc il faut forcément quitter les rues, donner une chance au dialogue finalement. J'ai dit bien, on ne devrait pas en arriver là, au niveau de ces manifestations-là. Donc tout le monde est coupable. Tout le monde est coupable, naturellement. Tout le monde est coupable. Et la première responsabilité incombe à ce qui nous gouverne. On ne peut pas passer par le dos de la cuillère. C'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Il faut qu'ils acceptent de discuter avec les autres. Il s'agit là de la Guinée, quoi qu'on en dise. Et je pense qu'on l'a dit ici, ces organisations internationales, puisqu'il y a ce qu'on appelle ce principe de subsidiarité entre la CEDEAO, l'Union européenne et un certain nombre d'institutions. Nous avons vu ce que la CEDEAO quand même a recommandé aux Guinéens, à la junte. Il faut un dialogue constructif, inclusif et participatif. C'est ce qui va nous permettre de sortir de cela. Et si nous attendons à un miracle peut-être venant d'un partenaire ou d'un pays voisin, je crois que nous aurons tout faux de croire que la solution viendra d'ailleurs. La solution doit être là. Et il faut qu'on comprenne cela de part et d'autre. Encore une fois, nous sommes dans une république. Acceptons de se parler. Il s'agit de la Guinée. Et ça relève de la chimère de croire que on peut continuer comme ça sans pour autant qu'on essaie de tenir compte disons, des revendications des uns et des autres. Encore une fois, pas des revendications personnelles. Il faut éviter la sourde oreille. Tout à fait. Des revendications personnelles ou des revendications égoïstes. C'est des revendications qui concernent la République, la vie de la nation. Il faut qu'on s'écoute et qu'on se parle. C'est en cela que nous allons sortir dans cette situation. Vous avez vu ici, ça fait très mal que nous entendons de morts encore et encore dans ce pays-là. Et la vie humaine, pour ainsi dire, ne dit absolument rien. C'est complètement désacralisé. C'est-à-dire que ce soit la société de manière générale aujourd'hui, quand vous entendez de morts, que ce soit des manifestants ou autre chose, notamment les viols, ça n'indigne personne parce que tout simplement nous sommes arrivés à un niveau où la vie humaine ne représente presque rien aux yeux des Guinéens. Je pense qu'il faut qu'on essaie encore une fois d'intégrer tout cela dans notre façon de faire. Et nous avons aujourd'hui dans ce pays-là les autorités morales, les autorités religieuses, ils peuvent à un certain niveau interpeller ces acteurs-là, ces différents acteurs-là, au premier desquels ce qui nous gouverne, donc ce qui incarne l'État, mais aussi les acteurs politiques. Je pense que personne n'a la vérité absolue. Personne n'a la vérité absolue. Comme tel, on peut essayer de voir comment est-ce qu'il faut trouver le juste milieu dans tout cela et que nous puissions sortir dans cette crise sociale, dans cette crise politique et dans cette crise économique. Il faut le rappeler, les Guinéens ont du mal, encore une fois, de s'offrir les 3 repas par jour. Nous le savons tous. Et je pense que ce sont des questions qui peuvent et qui me semblent être les plus importantes aujourd'hui pour les Guinéens. Essayons de résoudre ces problèmes-là, encore une fois. Et c'est autour de la table qu'on peut résoudre définitivement nos problèmes, encore une fois. Bien, concentrons-nous sur les vrais problèmes, il faut le dire, et évitons la rue.
n'est pas forcément la solution. Je me tourne vers vous, Mohamed Abba, le PM, pour aborder ce sujet aujourd'hui qui devient très très crucial. Sujet, parlant de cette manifestation qui enregistre encore un cas de mort selon les forces vives de Guinée. C'est un autre problème qui est là. On arrive à continuer à enregistrer des morts. Si les sources sont bonnes, si ma mémoire est bonne, je crois qu'on est aux environs de 60 personnes tuées depuis le 5 septembre, en tout cas à travers des manifestations dans notre pays. C'est comme si on disait pendant 2 mois, chaque jour il y a un décès, chaque jour il y a un mort par balle en Guinée. Et surtout à Conakry d'ailleurs. Pendant 2 mois, 60 personnes, je pense que ce n'est pas de la blague. Il ne faut pas prendre ça vraiment à la légère, c'est du sérieux. Ce que nous abordons là, la situation aujourd'hui dans notre pays ne devrait pas permettre à tous les Guinéens de dormir tranquillement parce qu'on ne sait pas à qui le tour. Est-ce que c'est demain, après-demain, quelqu'un d'autre va encore tomber? On ne souhaite pas, mais comme ça, à l'allure où nous allons, ce n'est pas exclu d'entendre parler encore des cas de mort parce que la forme n'y est pas. Rien ne prouve que vraiment, alhamdoulilah, et comme nous aimons le dire musulmans, que les choses commencent à bien aller, bien se porter, et puis à partir de maintenant, ça va. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas exclu de voir encore. Parce qu'il suffit seulement que les forces vives encore appellent à d'autres manifestations et que les jeunes, en tout cas qui sont engagés en découdre avec les forces de l'ordre de notre pays, ils sont prêts, ils n'attendent que le signal pour y aller. Malheureusement, je pense que quelque part, le Premier ministre doit démissionner. Pour moi, Bahouri aujourd'hui fait tout sauf pouvoir organiser le dialogue qui est l'une de ses prérogatives. C'est quelque chose qui est là. On n'a pas besoin de le rappeler. C'est pourquoi il a été nommé. Ça, c'est pour ça. Bien. Pour moi, Bahouri devrait rendre le tablier aujourd'hui. Il a échoué. Il est parti complètement à côté. Bahouri ne devrait pas être aujourd'hui le soir, continuer à être Premier ministre de ce pays parce qu'il n'a pas été en mesure de faire quelque chose. Les attentes étaient énormes. Beaucoup doutaient par la façon par laquelle il a commencé les préparatifs avant qu'il ne soit au pouvoir. Les gens doutaient. Quand il est venu, certains disaient donner du temps, il va y arriver. Mais ça fait combien de temps aujourd'hui? Et tout ce qu'on dit là, c'est parce que l'élément déclencheur n'est pas là. L'élément déclencheur, c'est quoi? C'est le dialogue. On ne voit rien. La forme n'y est pas. Mettez au moins la forme qu'on arrive à comprendre. À telle personne fait partie du dialogue, l'autre n'y est pas. Pourquoi tel autre non? Mais on ne parle même pas de cela. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Pour moi, il devrait vraiment prendre son petit sac et quitter la primature. Pas parce qu'on ne l'aime pas, mais c'est pourquoi il a été nommé. Vraiment l'élément fondamental dont on pensait qu'il s'en allait pas, qu'on avait besoin d'organiser quelque chose qu'on appelle le dialogue, qu'on appelle concertation, pas dialogue entre Guinéens et étrangers ou entre les étrangers, c'est à l'interne, entre les Guinéens, les différents acteurs. Politiquement parlant, vraiment sur le plan social également. Mais je vois que cela n'est pas le cas. Et rien ne prouve qu'on est bien parti pour cela. Il n'y en a pas. Il y a un problème. Donc pour moi, désolé, je ne suis pas contre lui, je ne le déteste pas, mais je pense qu'il n'est pas en mesure d'aider les Guinéens à sortir de ce bourbier que nous connaissons depuis quelques mois maintenant, pour ne pas dire depuis plus d'1 an, parce que vraiment, il y a un problème. Il y a un problème. En tout cas, ce rapport de force ne bénéficie à personne. Mais à personne. Les cas de mort enregistrés. Mais de l'autre côté, le pouvoir qui ne peut pas dormir, qui perd son sommeil. Mais c'est pas possible, tu ne peux pas dormir. Oui. Nous voyons ce qu'on l'armada vraiment que l'État utilise aujourd'hui, la machine c'est des fonds, hein. Mais ce que les autres oublient, mais bien sûr, c'est une mobilisation de fonds. Ces forces de l'ordre qui sont déployées ont des primes. Et on utilise des gaz lacrymogènes. C'est une période exceptionnelle que nous arrivons. Déjà, dès qu'on parle de la transition, quand on parle de prise de pouvoir, vraiment, il faut comprendre que le pays, là, que ce soit en Guinée ou ailleurs, dès qu'on parle de prise de pouvoir, le pays va reculer. Il va reculer par l'armée. Ce n'est pas bien. Pas parce qu'on parle de Mamadi Doumbouya ou qu'on parle de telle personne. Non, on parle de prise de pouvoir par l'armée. On ne conseille nulle part parce qu'on sait ce que cela veut dire. Parce qu'on sait dès qu'on commence, ce sont des nouveaux riches qui vont naître. Des nouveaux riches. Et d'autres vont continuer à s'appauvrir, à broyer le noir. La pauvreté va s'installer dans certains foyers pour ne pas dire de la misère.
Certains aujourd'hui ne savent même pas vraiment à quel sens se vouer. À quel sens se vouer. Le problème y est là. Ça, on ne comprend pas. Essayons de voir. On a parlé dans les conditions normales, le 24, voire même bien avant, parce que le plus souvent les élections quand on organise en Guinée, c'est les jours, c'est les dimanches le plus souvent. Dans les conditions normales, les 24 ou je ne sais pas le 22, on devrait organiser plus tard le référendum. Mais, ce qui était prévu. Mais nulle part je n'ai pas entendu, peut-être je n'ai pas suivi, peut-être j'étais déconnecté de l'actualité, mais je n'ai pas entendu les raisons qu'ils ont évoquées pour nous dire pourquoi on n'a pas organisé, qu'est-ce qu'on compte faire, avant même qu'on ne parle du discours du président Mamadi Doumbouya. Je pense qu'il y a un problème. Dans les conditions normales, la Guinée n'est pas une entreprise. La Guinée, ce n'est pas une société. La Guinée n'appartient pas à une organisation particulière, une entité, à une seule personne. La Guinée, c'est pour des millions de personnes. Quand il y a un changement majeur, qui n'a pas entendu parler de l'organisation de ce référendum? Pendant combien de mois on a annoncé l'organisation de ce référendum? Et la date arrive, la période arrive, on se retrouve au 1er janvier et personne n'en parle, on ne touche pas. On ne fait pas un compte rendu au peuple de Guinée. Voilà ce qui était prévu. Pourquoi on n'a pas organisé le référendum? Problème technique, problème financier, on ne sait pas jusqu'à présent. Est-ce qu'on va organiser cela au-delà du discours du président de la, comme on appelle, le 1er janvier ou le 31 décembre 31 décembre. Mais on n'en parle pas. On ne sent pas cela pendant les discours. Et il le faut. C'est une obligation. Qu'on le veuille ou pas, qu'on parle que c'est on a une période de transition, que vraiment, pas aborder certains sujets, il faut les aborder sur la pointe des pieds ou prendre avec pincette. Je pense que la Guinée appartient aux Guinéens. Et cela, qu'ils soient au pouvoir actuellement ou pas, ceux qui ont envie de venir, il faut essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais est-ce que les politiques n'ont aussi pas contribué à cela? Parce qu'aujourd'hui, on parle de manifestation. Si on parle de manifestation, c'est qu'il n'y a pas entendement. Non, mais ça, c'est quelque chose que, d'abord, je viendrai sur le cas des politiques également. Aujourd'hui, on parle de manifestations parce que quelque part, il y a le cas des politiques. Mais moi, d'abord, l'essentiel, c'est qu'ils sont à la tête. C'est eux qui sont les principaux responsables. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit au professeur que le professeur Alpha Condé n'est pas en mesure d'amener la Guinée là où souhaitent aller les Guinéens. Cela n'est pas. Ils ont dit qu'ils peuvent le faire. Mamadi à la tête d'une équipe de Guinéens, il faut le dire aussi, composée de Guinéens. Et on allait changer beaucoup de choses. On est en train de faire beaucoup de choses. Mais l'élément fondamental dont on sait qu'on ne peut pas aller sans cela dans un pays organisé, dans une entité organisée, qu'on appelle le choix du peuple, le choix des citoyens, il faut faire quelque chose par rapport à cela. Il ne suffit pas de faire des routes. C'est bien, c'est important. Qui va dire qu'il n'est pas d'accord? Pour aller plus vite, si je comprends bien, on va dire que on tend vers l'échec de la transition pour vous. Ce qui amène aux manifestations. Mais c'est pour ça que j'ai commencé par dire... Les objectifs n'ont pas été atteints. Déjà, j'ai commencé par Abdallah. Oui, c'est pour ça que j'ai commencé par la démission du Premier ministre. Parce que le Premier ministre, c'est lui le côté civil de cette transition. De la transition. Civil et politique. Les deux, s'il faut le dire comme ça. Les deux, civil et politique. Les deux. Si lui l'a échoué... L'échec du dialogue nous a amené vers de nouvelles manifestations. De nouvelles manifestations. On enregistre de nouveau un cas de mort et qui malheureusement écœure le Guinéen. Et là, les politiques, malheureusement, eux, leur profession, c'est de comment gérer. Préparer la gestion comme on appelle, des affaires à la tête, au sommet de l'État. Si vous n'avez pas de stratégie, ce n'est pas seulement à travers des manifestations. Ils vont me demander, mais qu'est-ce qu'il faut alors faire pour pouvoir faire afin d'attirer l'attention des politiques? Quel est le moyen de pression? Moi, je ne peux pas le faire. C'est parce que je ne suis pas politique, parce que je n'ai pas dit que moi, je vais organiser. Même si c'est mon domaine, je ne peux pas le faire. Même si j'allais dire que j'ai des idées, c'est pas moi. C'est à Selou Daleng, à Sidi Touré, à Lansana Kouyaté, je ne sais encore avec quel parti politique, le RPG, vraiment de dire quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire, mettre une stratégie en place, ce n'est pas dire seulement une autre stratégie, au-delà de dire il faut manifester, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est à eux de trouver. Ils vont dire que mais qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? On n'a pas d'armes. Nous n'avons que la seule possibilité que nous avons, ce sont des manifestations. Je pense qu'il y aura, si on dit cela, si ça se prouve que c'est ça seulement, ils n'ont que cet élément, je pense que eux aussi, ils sont partis à côté, ils ont échoué dans leur comportement, dans leur stratégie, dans leur façon de faire. Donc il est temps qu'on se réveille
Et que ceux qui sont au pouvoir et ceux qui aspirent à être à la tête de ce pays, qu'on arrive à voir ce qu'il faut faire. Mais ce qui reste clair, le CNRD doit organiser obligatoirement ce qu'on appelle le dialogue, parce que c'est obligatoire. La Guinée appartient à tous les Guinéens, pas pour une entité seulement. Le dialogue, rien que le dialogue. Nous ouvrons également le débat avec notre invité de ce matin. Nous allons essayer de l'avoir tout à l'heure après la menace, après sa menace de ne plus reconnaître le régime militaire le 22 avril 2024. L'Union sacrée des forces vives de Guinée revient sur ses pas au bord de l'implosion à la suite d'une cascade de démissions. Cette coalition composée de partis politiques ayant pour la plupart participé au premier cadre de dialogue accorde une nouvelle chance au dialogue qui pour elle est l'ultime solution. En vue d'une sortie rapide de crise, ces acteurs sociopolitiques invitent leurs pairs de l'opposition au dialogue ou autour de la table, de la menace au pacifisme. Qu'est-ce qui a motivé ce revirement de situation de l'Union sacrée dite des forces vives de Guinée? Tout à l'heure, nous allons avoir au bout du fil le docteur Ibrahima Souri Diallo qui va tenter de répondre à nos différentes interrogations dans cette émission Le Scanner. D'ici là, je me tourne vers vous. Yaya Diallo, on parle notamment de politique avec, avant d'avoir notre invité, on le rappelait, Mohamed vient tout à l'heure de le rappeler, aujourd'hui c'est un secret de polichinelle pour tout le monde, le dialogue est au blocus. Le dialogue est au point mort et on l'a rappelé ici, c'est tellement évident et clair que on ne peut pas, on ne peut pas passer par mille semaines pour dénoncer ce qui se passe là. Pour le cas spécifique du Premier ministre, on l'avait rappelé ici à l'occasion de nos émissions précédentes. Ce n'est ni plus ni moins un échec. Quand vous êtes un Premier ministre, chef du gouvernement, on vous l'a rappelé, votre mission, surtout mission principale, c'est de promouvoir le dialogue social et politique au-delà de la coordination de l'action gouvernementale et de son impulsion. Il y a le dialogue social et politique qui est primordial. Ça devrait être son cheval de bataille en tant que Premier ministre, chef du gouvernement. Et son arrivée avait suscité un espoir au sein de l'opinion, notamment même au sein de ce qu'on considère comme étant l'aile dure de la classe politique, le RPG, l'IFDG, l'IFR, ainsi de suite. Mais tout le monde avait salué quand même l'arrivée de M. Bahouri. Malheureusement, même ses pairs avec lesquels il était dans les autres coalitions à l'époque très proche du CNRD, l'ont fustigé parce que tout simplement il n'y a pas eu des actions, des actes concrets allant dans ce sens-là. Nous sommes à ce niveau-là. On est désolé, hein. On est désolé parce qu'il s'agit de Bahouri qui a une expérience politique de plus de 30 ans dans ce pays-là, qui a, disons, dont beaucoup de jeunes ont épousé, disons, sa combativité politique, son dynamisme. Bahouri qu'on a connu ici par le passé ici. Quand on parle de Bahouri, vous vous rappelez de 2010 à 2016-17, vous savez ce que cela veut dire avec les discours qu'il tenait. Oui. Défenseur des droits de l'homme, homme politique de la première génération. Oui, c'est pour toutes ces raisons. Oui, on ne va pas s'apesantir que sur lui. C'est un petit maillon de l'échec de ce dialogue. Il y avait, comment je peux dire ça, Bernard Goumou qui a échoué. Mais Bernard, Bahouri est venu on vous dira avec Bernard, il y avait ce qu'on appelle ces comités de suivi et d'évaluation d'un certain nombre de comités permanents de suivi des résolutions du cadre de dialogue. Issus des résolutions des cadres de dialogue qui fonctionnaient. Nous avons reçu ici Donamou, un inventrier, qui nous dit depuis qu'il est arrivé du PM Bahouri, il n'y a pas eu. C'est-à-dire qu'au-delà de ce que nous dénonçons ici, c'est que les mêmes membres de ce cadre de suivi sont allés vers le Premier ministre, mais finalement, ils n'ont pas pu avoir ce qu'on appelle une réponse. Des cadres qui ont des partis qui ne sont pas en règle. Et par ailleurs aussi, qui s'attendent à des primes. On le sait. On le sait. Donc là aussi, il y a un sur roche. C'est pas des partis aussi qui réclament des primes. Plus loin. C'est pas ce qui est plus évident. Ce qui est plus évident, c'est qu'aujourd'hui, au-delà de ce parti-là, il y avait une nécessité absolue et urgente de mettre en place un cadre de dialogue. Et c'est lui, le Premier ministre, qui avait rappelé ici
qu'il n'allait pas se concentrer sur le cadre de dialogue qui existait et qu'il allait élargir, pourquoi pas, essayer d'implémenter notre cadre de dialogue pouvant permettre à tout le monde de venir discuter autour de la table. Nous savons bien que la responsabilité n'incombe pas qu'à lui, mais on s'attendait mieux qu'à lui en tant que Premier ministre. Mais on va poser le diagnostic directement. Les facilitatrices qui se retirent du processus. Bahouri est seul face à tous. Est-ce qu'il avait d'avance ou en amont, il avait déjà échoué? Avant d'arriver. En amont, oui, en amont. Dès qu'il a été nommé, on a vu comme les facilitatrices se retirer. Et on sait, toi et moi, nous savons le bras de fer qui existe déjà entre Bahouri et une des facilitatrices qu'on ne va pas citer ici. Une des facilitatrices qui voulait son poste aussi. Bien. Voilà, qui voulait son poste et elle n'en a pas eu, malheureusement. Et je pense qu'on ne peut pas, et c'est le problème de la Guinée ici. Bien. On prend des problèmes personnels, on en fait un problème d'État. Bien. On bloque le pays. Toutes les crises que nous vivons aujourd'hui, voilà, c'est des problèmes personnels, interpersonnels qu'on a transformés en des problèmes d'État depuis un bon bout de temps. Regardez les embouteillages ici sur les axes de Conakry, vous verrez que c'est des individus comme ça qui ne sont pas contents, qui bloquent tout le monde. S'il en est de même pour le fonctionnement de cet État aujourd'hui dans ce pays, il faut qu'on se dise la vérité, il faut qu'on sorte de cela. Maintenant, si on voulait le poste de la primature, on n'en a pas eu, Bahouri en a eu, on décide de se retirer. Je pense que, à la limite, c'est irresponsable de qui qu'il soit, parce que tout simplement, il y a la Guinée. Et je crois que la Guinée prime sur tout. Abdallah, face à la Guinée, vous vous inclinez. C'est les guerres d'ego. Vous vous inclinez. C'est les guerres d'ego qui fatiguent ce pays. Que ce soit Bahouri ou toi, Yaya, qui te retrouve là-bas, dans la même situation, est-ce qu'on peut dire que tu peux réussir cette mission si ceux et celles qui devaient t'accompagner dans l'accomplissement de cette mission te lâchent à tout bout de champ? Je vous rappelle quelque chose. On avait reçu les acteurs de la convergence ici. Certains acteurs de la convergence. On a suivi le discours. On va tout à l'heure suivre Dr Ibrahima Sori Diallo. Vous comprendrez ce que je suis en train de dire. Qui avait pour seule ambition, pour seule mission de faire quitter, de faire sauter Bahouri, éjecter Bahouri de sa chaise. Tu te rappelles de ce discours ici, tenu dans cette émission, le Scanner. D'ailleurs, la seule coalition qu'il avait récusée. Il avait récusé. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que Bahouri, en amont, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, Mohamed Gleba pouvait réussir une mission pendant que ses soutiens, ses piliers l'avaient déjà lâché? Bon, vous l'avez dit. C'est pas un procès à Bahouri. Bahouri semble, je dis bien, je pèse les mots, parce qu'ils sont très innocents, c'est nous qui les rendons coupables. Bahouri semble hériter d'un échec. Il semble hériter d'un échec, parce que vous l'avez rappelé, avant Bahouri, il y avait Goumou qui était là. On parle dans notre cadre de dialogue qui s'est tenu, mais avec qui? On a dialogué avec qui? J'ai du mal à comprendre qu'on joue un match de football sans son adversaire. L'adversaire, c'est quand il y a l'adversaire, on parle d'un match. Mais sinon, c'est un entraînement. Parce que tout simplement, vous décomposez votre propre équipe pour en faire, en tout cas pour jouer un match, c'est un entraînement. Mais un adversaire, c'est ce qu'on appelle match. Et c'est cela, réellement à cela ressemblait ce cadre de dialogue qui avait été tenu, il faut quand même se dire la vérité, sous Goumou. Parce que tout simplement, il n'y avait presque pas ceux qui réclamaient quelque chose, c'est-à-dire de cette bonne gouvernance et ceux qui tiraient au bazooka sur la manière dont la transition était gérée. Je parle du RPG Arc-en-Ciel, je parle de l'UFDG. En tout cas, rares sont ceux qui aujourd'hui sont sur le terrain, parce que même le FNDC, et que ce soit l'autre FNDC ou le FNDC politique, il n'y avait personne. Pourtant, au départ, c'est-à-dire à l'arrivée du CNRD, nous avons vu qu'il y avait quand même ce petit rapprochement, ne serait-ce que pour peu de temps. On avait vu les Fonike Mengue et autres qui faisaient quand même tenter le tout pour aider cette transition à bien quand même se passer. Nous avons vu ces gens-là qui étaient dépêchés notamment à travers l'Afrique pour quand même des missions par-ci, par-là, même si ce n'était pas officiellement au nom du CNRD, mais nous le savons quand même que c'était dans cette optique-là. Qu'est-ce qui n'a pas marché et finalement qu'on se retrouve dans cette situation aujourd'hui fâcheuse? Je crois qu'il y a un véritable problème et qui n'arrive pas à toucher son épilogue, ce problème d'intérêt personnel. Souvent, on confond, le Guinéen confond même ce qu'on appelle le professionnel à l'amitié ou je ne sais, autre chose qui pourrait vraiment freiner l'élan de développement
de notre pays. Parce que si vous regardez des guerres d'ego, tout simplement, on dit non parce que tel est là, je ne l'aime pas, je ne veux plus parler d'un dialogue parce que seulement on ne regarde pas ce qui va sortir de ce dialogue-là, mais on regarde plutôt la personne avec qui on va dialoguer. Pourtant, on parle de l'administration c'est la continuité. Parlant du cadre de dialogue, est-ce que du début jusqu'à maintenant, là, il y a eu le format à travers lequel, un format qui puisse quand même mettre tout le monde d'accord? Ce format, je ne crois pas s'il y a eu ce format. Mais si la chaise est vide, comment on va avoir un bon format? Mais pourquoi la chaise va être vide? Qu'est-ce qui a poussé que la chaise soit vide? Il faut se poser aussi ces questions. Mais si on a la réponse à ces questions... Et si on l'a rendu vide aussi? C'est pourquoi je dis qu'il faut se poser la question à savoir pourquoi la chaise est vide. Si on trouve la réponse à cela, je crois qu'on va occuper la chaise afin qu'il y ait quand même ce véritable dialogue. Je dis bien ce véritable dialogue. Parce que la CEDEAO n'a pas cessé de le rappeler. Le dialogue, c'est ce qui nous amène à observer ces cas de mort. Malheureusement, on n'en a pas besoin aujourd'hui. Ce qu'il faut, je crois que le véritable problème, moi je dirais que c'est le gouvernement, je dirais que c'est le CNRD, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas prendre ces caprices-là, c'est-à-dire en général, mais il faut au moins à 80% accepter ces caprices des politiques aujourd'hui qui réclament un véritable dialogue. C'est vrai, quand il y a des questions de dire non, il faut blanchir tel, il faut dire net, mais quand il s'agit de dialoguer pour trouver réellement des solutions ou la solution à ces différents problèmes-là pour sortir de ces crises, parce que quiconque vous dit aujourd'hui qu'on ne traverse pas une crise, va vous mentir. Parce que tout simplement, nous traversons une crise. Elle est politique, cette crise, elle est économique, cette crise, elle est sociale, cette crise. Nous connaissons l'importance du cadre de dialogue pour la survie de la nation, pour la paix durable. Et aujourd'hui, il faut quand même se dire, ce dialogue n'est pas là. Et on ne voit même pas des symptômes d'un cadre, d'une organisation, d'un cadre de dialogue. Mais il faut, Mohamed Ba, il faut forcément se retrouver. Quoi qu'il en soit, on finit toujours les plus grandes guerres. Ce sont, comment je peux dire ça? Ont été résolues. Merci. Les plus grandes crises, j'y arrive, ont été résolues autour de la table. Et aujourd'hui, la Guinée ne peut pas déroger à cette règle. Je ne sais pas, peut-être c'est des Martiens qui vont tomber du ciel pour pouvoir nous aider à sortir de cette situation, de cette crise sur tous les plans, comme il l'a rappelé tout à l'heure. Je pense que ce problème, il n'y a aucune possibilité, quelle que soit la volonté des acteurs qui sont au pouvoir aujourd'hui, des hommes qui sont au pouvoir, les Guinéens qui sont au pouvoir, ils ne peuvent pas gérer toutes les affaires de ce pays, quelle que soit leur volonté. Moi, je me demande qu'est-ce qui se passe pour qu'on arrive à garder le statu quo, depuis combien de temps? C'est clair pour les uns et les autres qu'il faut passer par là. C'est un passage obligé. On doit passer par là pour y arriver. Parce que tout ce qui doit être vraiment fait, mis en place, il faut qu'il y ait de dialogue. Il faut impliquer les autres. Il y a ce que peut faire l'administration, il y a ce que peut faire l'État, mais il y a d'autres choses que l'État ne peut pas faire, c'est-à-dire qu'il reviendra à ses partenaires du pays, vraiment que ce soit les organisations de la société civile, parce que les forces vives aujourd'hui, quand on parle des forces vives, on ne parlera pas seulement des acteurs, des acteurs politiques, des partis politiques, on parlera également de la société civile. Donc vouloir les exclure, vouloir les ignorer, c'est comme si on ne s'intéressait pas du tout de ce que veut la Guinée, de ce que doit aider les Guinéens à sortir de cette situation. Et là, c'est une obligation. Je ne sais pas, est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est un jeu qu'on est en train de faire, juste le temps pour résoudre certaines choses que nous ne maîtrisons pas, que nous ne connaissons pas, nous ne savons pas? Et pourtant, c'est maintenant qu'il faut s'intéresser. Tout ce qu'on dit là, on parle de l'organisation de ces différentes élections. Qui vous dit, qui vous donne l'assurance que les élections dont on parle encore pour 2025, que ces élections auront lieu comme indiqué en 2025? Pour le moment, je n'ai aucune conviction, même si on placerait ces élections le 31 décembre 2025, pour moi, je ne vois rien qui peut me dire oui, c'est bien parti, on peut organiser les élections en 2025. Mais pour moi, personnellement, ça n'engage que moi, parce que l'observation que j'essaie de faire de la part des acteurs du pouvoir qui sont au pouvoir aujourd'hui, de la part du CNRD, en voyant ce que l'aura ou ce que dégage le CNRD envers les partis politiques, ce qui est en train d'être fait à l'endroit des acteurs de la société civile, vraiment c'est que
en tout cas, et parlant également des médias, on se rendra compte pour moi que rien ne me dit qu'on peut organiser une élection digne de nom dans notre pays en 2025. Donc il est temps, je pense... Non mais il ne faut pas être pessimiste. Abdallah, qu'est-ce qu'on n'a pas dit par rapport à ces élections courant 2024, par rapport à la date du 31 décembre, quand on était encore à 6 mois. Pour cette année, il y a le PNRAVEC qui se déroule, qui évolue bien. On a au moins, il faut avoir une petite... Abdallah veut se moquer des Guinéens On a l'avant-projet de nouvelle constitution. Oui. Moi, je te parle des faits là. Oui. Ce n'est pas une observation. Je te parle de ce qui est là. Oui. Qu'est-ce qui a été fait? Le PNRAVEC est déjà en cours. Oui, ce que je te dis. Ça devrait continuer jusqu'au mois de janvier. On a les audiences foraines. Je ne t'ai pas demandé de ce qui devait être fait. Je te dis de ce qui est là. Ce qui est là, les faits. Maintenant, là, ce qu'on a. Entre griffes, cela dont tu parles là, cela n'est pas là. Si tu me permets de faire cette apologie, cela n'est pas là. On est en pleine audience foraine pour permettre à tout le monde d'être fiché. Ça, c'est avec le PNRAVEC. On est avec l'avant-projet de nouvelle constitution. Peut-être après l'émission, je vais te donner la dernière mouture. Et tu vas voir, avant que le président ne consulte selon son adresse à la nation, des spécialistes, des constitutionnalistes. C'est ce qui est là. Abdallah. Ça, au moins, c'est un ça pas. Là, ce dont tu parles là, les éléments dont tu parles là, qui sont des éléments réels, que selon toi, qui des éléments palpables, que des faits. Mais c'est des faits. Ces faits dont tu parles là, c'est formel. Ces faits n'ont pas de contenu. Pour moi, ces faits n'ont pas de contenu. C'est-à-dire, quand on parle de tout ce qu'on peut appeler, comme on appelle le recensement, je ne sais encore quoi, des audiences foraines et tout ça, est-ce que c'est le travail de l'exécutif tout, du début à la fin? Je te dirais non. Il y a une partie qui peut être, qui doit être remplie par l'exécutif. L'autre partie ou des autres parties, des différentes autres parties, d'autres activités ou d'autres actions qui doivent être menées sur le terrain, doivent être effectuées, exécutées par les autres partenaires qui peuvent être des partis politiques, qui peut être également, comme on appelle des partenaires extérieurs. Des partenaires extérieurs. L'avant-projet ne relève pas de l'exécutif. L'avant-projet, Abdallah. Ça, c'est du législatif. C'est le CNP. Sortons de tous ces petits détails-là, parce que l'ensemble de tout ça... C'est juste pour répondre à ce que tu as dit. Non, ça n'a pas donné de résultats probants pour nous d'aller au moins au référendum. Donc, tout ce qui devrait être fait pour aller au référendum, ne me parlez pas de ces éléments aujourd'hui parce que c'est un échec. Ça, il faut que tu sois d'accord avec nous. Ça, c'est deuxièmement. On ne sera pas s'arrêter. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut pour ne pas qu'on continue à tergiverser, à tourner autour de pot? Il faut impliquer tous ces partenaires qui ont un rôle fondamental, un rôle crucial à jouer dans les préparatifs de ces différentes élections, la mise en place de ces différents documents. On a vu, on parle de ces audiences foraines et ça, avec les acteurs de la société civile. On ne peut pas les faire de façon isolée. On ne peut pas le faire parce que j'ai un petit là qui a une structure là et que je vais le booster pour le faire et qu'on voit l'audience, on dit que c'est toute la Guinée qui est concernée, c'est toutes les formations ou tous les acteurs qui sont impliqués par rapport à cela. Je sais de quoi je parle parce que j'ai vu les sensibilisations du côté de Kindia. Les détails, j'en sais un peu. Donc pour moi, il faut qu'on essaie d'impliquer tous les Guinéens. On a notre invité au bout du fil, Dr Ibrahima Souri et Diallo. Il est membre de l'Union sacrée des forces vives de Guinée. Docteur, bonjour, bienvenue dans cette émission Le Scanner. Bonjour docteur, bienvenue dans cette émission Le Scanner du côté de la réalisation. Est-ce que docteur Ibrahima Souri Diallo est là? Parce qu'on me signale qu'il est déjà au bout du fil. Bonjour docteur, bienvenue. Malheureusement, docteur, il n'est pas là depuis 15 minutes. On essaie de le joindre. Oui, on parle toujours de ce dialogue. Aujourd'hui, on est dans un blocus total, si on peut le dire comme ça, des manifestations annoncées par les forces vives de Guinée, différentes de l'Union sacrée des forces vives. Il faut faire très attention aux appellations. Nous allons tout à l'heure, si le réseau nous permet, avoir au bout du fil docteur Ibrahima Souri Diallo, qui est membre de l'Union sacrée des forces vives de Guinée. Docteur Ibrahima Diallo et ses pairs quand même qui militent aujourd'hui pour un dialogue inclusif qui regroupe tous les acteurs de la vie nationale. Du côté de, je ne sais pas si c'est bon, ce n'est pas bon, je ne sais pas, ça ne va pas du côté de l'AREA aujourd'hui. Oui, Mohamed, on va toujours poursuivre avant d'aller à la pause. C'est à 10h, on a encore 13 minutes. Si on n'arrive pas à le joindre, on sera obligé de passer à autre chose parce qu'on a 3 sujets. Mais avant, vous l'avez déjà rappelé, le délai fixé par le CNT
Parce que là, c'est le président Dr Dansa Kourouma qui l'a dit chez nos partenaires de France 24, si je ne me trompe, nos confrères de France 24, pardon. Il a dit qu'on allait organiser ces élections, ce référendum en 2024. On a traversé 2024. Aujourd'hui, 2024 est derrière nous. Est-ce qu'on doit encore se focaliser sur 2024 pour évoluer? Est-ce que c'est bon du côté de la réalisation maintenant? Bonjour, bienvenue docteur. Bonjour docteur, bienvenue. Bonjour, bonjour. Merci d'accepter l'invitation de l'émission Le Scanner et du groupe Kavi Média. Merci. Docteur, on parle du dialogue aujourd'hui. Vous changez de fusil d'épaule, vous qui avez à un moment demandé au CNRD d'organiser les élections au plus tard le 31 décembre 2024. Je le rappelle, c'était en avril 2024. Aujourd'hui, vous demandez à vos pairs de vous rejoindre pour un autre dialogue. Pourquoi ce revirement de situation? Bon, écoutez, vous savez, la politique, c'est une question de position et de repositionnement. Vous savez, nous avons décidé d'être, avant de venir à l'Union sacrée, nous avons jugé nécessaire, nos aînés qui n'ont pas accepté de venir au dialogue, de s'associer dans une organisation qu'on a nommée Union sacrée des forces vives de Guinée. Ils ont accepté de venir dans l'Union sacrée des forces vives de Guinée. On est resté là pendant plus de 8 mois. Il ne restait que 4 mois pour la fin de la transition. Il n'y avait aucune stratégie de mise en œuvre pour pousser, c'est-à-dire les militaires au pouvoir de respecter leurs engagements. C'est-à-dire, lorsque vous dites que l'année doit finir le 31 décembre 2024, vous n'attendez pas jusqu'au 31 décembre pour vraiment se lever et dire que la transition est finie. Non, il y a déjà des questions, des activités prévistes qui expliquent la fin de la transition. C'est par rapport à quoi? Il faut noter, il y a la mise en place, ce qu'on appelle de l'organisation des élections. Il y a aussi le fichier qui doit être mis à jour, ou bien rédiger élaborer un nouveau fichier. Troisièmement, il y a le code électoral qui a été révisé, qui n'a même pas été adopté. Et également, il faut rappeler qu'il y a la Constitution à voter par référendum. Donc, vous êtes resté pendant plus de 8 mois à 9 mois. Et vous n'avez rien de tout ça. Et vous dites que vous êtes en train d'attendre jusqu'à la dernière minute pour élever. Ça, c'est pour engager la guerre contre les militaires. Pour moi, si on devait manifester, ça devait commencer au mois de mai. Au mois de mai, quand vous quittez mai, vous venez, c'est-à-dire jusqu'au mois de juin, si rien n'était fait, on devait se lever à ce moment-là. Mais si on attend jusqu'au 31 décembre pour dire maintenant, aujourd'hui 31 décembre, c'est fini, c'est d'engager des activités. C'est pendant que les jeunes ne sont pas là. Nous sommes là en Guinée. Nous vivons le fait en temps réel. Et ils sont, c'est-à-dire à l'extérieur, ils ne font que rester dans leur appartement bien climatisé. Mais docteur, ils ont des représentants ici. Voilà. Donc, nous, on a jugé nécessaire d'essayer de rappeler c'est-à-dire les militaires au pouvoir à l'ordre. Qu'est-ce qu'il faut? Vous avez déjà une transition ratée. Parce que quand on dit une transition ratée, les engagements ne sont pas tenus. Si les engagements ne sont pas tenus, il faut qu'on reconsidère les positions et trouver qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche. Cette partie, nous avons besoin d'attendre le président dans son adresse à la nation, et puis pour le dire avec les mots. On a écouté le président, on a vu que le président, les mots qu'il n'a jamais prononcés depuis qu'il est venu au pouvoir, il a osé cette fois-ci le prononcer. C'est quoi? C'est-à-dire, il dit que toutes les élections s'organiseront, c'est-à-dire dans l'année 2000. Que 2025 sera une année électorale. C'est différent de toutes les élections, docteur. C'est vague, hein, docteur, c'est très vague. Une année électorale, ça ne veut pas dire que toutes les élections auront lieu en 2025. Écoutez, une année électorale, une seule élection peut nous donner cette expression. Suivez-moi, réécoutez son discours. Il a dit, je le répète mot par mot, il a dit le vote référendaire, le référendum, les élections présidentielles et législatives et communales se tiendront. Il a dit, regardez son discours, c'est dedans. Après, il a dit c'est une année électorale. Quand il a fini de citer tout,
il dit que c'est une année électorale. Donc, ce n'est pas à dire qu'il ne l'a pas dit. Hein. Donc, c'est rectificatif à votre niveau. Réécoutez son discours. Voilà. Docteur. Je passe. Docteur. Je passe. Je peux? Oui, allez-y. Allez-y. Voilà. Donc, secondo, nous avons quand même regretté dans son discours du fait qu'il a eu tout le temps. Il a eu tout le temps pour vraiment nous parler de l'organisation de toutes ces élections, mais il n'a pas donné la périodicité, il n'a pas donné les moyens qui doivent accompagner pour la mise en place, c'est-à-dire pour la mise en œuvre de ces activités. Parce que nous avons compris, la CEDEAO et le gouvernement guinéen, à l'époque, Mori Kondé, ministre de la Protection du territoire, quand ils ont fixé le délai de 24 mois de transition pour un chronogramme, ils n'ont pas défini les moyens. Ils n'ont rien défini. Et cette fois-ci encore, le président a fait tout ce qu'il a donné comme déclaration. Il n'a pas donné à quand le référendum doit se faire, quand les élections présidentielles et législatives, quand les communales, aucune périodicité. C'est pourquoi nous avons directement organisé un point de presse, faire des recommandations au président d'essayer de donner l'ordre à son premier ministre du gouvernement garant du dialogue social et politique pour qu'il puisse ouvrir une concertation, un cadre formel de concertation pour discuter de l'organisation de toutes ces élections avec une périodicité bien graduée. Bien, oui, il y a la question. La question, docteur, vous l'avez rappelé vous-même, que le président l'a dit solennellement, cette année va être une année électorale. Alors, à l'évidence, nous avons connu 2024 qui devrait être quand même une année électorale, en partie aussi, ce qui n'a pas été le cas. Nous avons de l'autre côté le programme national RAVEC, dans lequel programme le fichier électoral va être extrait. Est-ce que tout semble indiquer encore une fois qu'en 2025, toutes les élections n'auront pas lieu? Oui, d'accord. Je vous dis que le RAVEC est en cours, mais le RAVEC ne pourra jamais régler le problème des fichiers en 2025. Ça, rassurez-vous et notez et mentionnez. Et aujourd'hui, les éléments de RAVEC viendront compléter le fichier qui sera c'est-à-dire assaini. Ils vont expliquer tout ce qui sont... C'est le Premier ministre qui l'a dit, hein, je n'invente rien. C'est le Premier ministre chef du gouvernement qui l'a dit en définissant les importances de ce programme national. Il avait rappelé. Oui, je vous dis que c'est un politicien qui vous parle. Le RAVEC ne pourra pas servir de base pour sortir un fichier en 2025. Ce n'est pas possible. Ce qui est possible là, on peut prendre quelques éléments du RAVEC qui est en cours pour compléter, c'est-à-dire le fichier déjà existant de 2020. Il faut l'assainir aux élections. Je pense que c'est ce qu'ils vont utiliser en dernier recours. Notez ça et mentionnez. Je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Et je crois qu'avec ce fichier, on pourra régler le problème des élections. Donc, parce qu'on ne parlera pas du vote référendaire, on ne parlera pas des élections présidentielles communales sans passer par un fichier. Donc, c'est pour dire que si c'est le RAVEC qui n'a même pas commencé à régler, c'est-à-dire les premiers éléments, introduire les premiers éléments dans sa base de données qui va nous donner le fichier, mais c'est compliqué. Donc, je vous dis que ce n'est pas du tout possible avec le RAVEC. Maintenant, comment aller aux élections en 2025? Mais c'est le fichier, un fichier existant qu'il faut assainir. Mais c'est ce qu'on ne veut pas entendre au niveau du gouvernement. On ne veut pas entendre cela. C'est ça la gouvernement. Il faut un nouveau fichier. S'ils veulent qu'on parte aux élections, c'est ça. S'ils veulent qu'on reste encore pendant toute 2025, sans faire les élections, c'est d'attendre le RAVEC. Est-ce que vous êtes convaincu que cette année, on pourra aller aux élections? Puisque vous le dites déjà, vous appelez vos pairs de l'opposition. Rien n'est rassurant, hein. Rien n'est rassurant dans la mesure où, malgré que nous avons apprécié, c'est-à-dire une partie du discours du président, acceptant d'abord de libérer les activités politiques, ça c'est un premier point, et avantageux. Malheureusement, nous avons regretté de ce côté, il n'a pas élargi ça à la presse. Nous avons fait un plaidoyer dans notre discours. Il doit vraiment élargir à la presse qui sont en difficulté actuellement pour vraiment émettre. Donc, et ensuite, nous avons également regretté du fait que
les moyens qui doivent couvrir les activités n'ont pas été définis. Donc, c'est pourquoi la nécessité d'ouvrir un cadre formel de concertation pour discuter tous ces paramètres allant dans le sens des objectifs fixés par le président. Si le gouvernement actuel veut l'aider, c'est de rapidement ouvrir ce cadre formel de concertation pour discuter les questions essentielles liées à la vie de la nation. Est-ce que finalement vous acceptez que Bahouri mène les débats? Parce qu'on se rappelle, vous êtes passé dans cette émission où vous avez quand même recusé Bahouri à un certain moment. Est-ce qu'aujourd'hui la donne a changé? Oui, on l'avait recusé, mais vous savez, pour qu'un jugement soit vrai, il faut que notre jugement soit vrai, qu'il y ait un rapport avec ce jugement. Aujourd'hui, on peut ne pas aimer Bahouri, mais c'est lui qui est le garant du dialogue politique et social. Si toutefois, ça doit passer par lui pour qu'on finisse la transition, pourquoi pas? Alors, comment se porte ce cadre de dialogue? Parce que nous avons reçu quelques membres de ce cadre de dialogue qui nous disaient que Bahouri n'a pas pu tenir en compte leurs préoccupations, même si tout récemment, il y a eu des rencontres formelles. Oui, n'oubliez pas que tout récemment, nous avons eu la chance de, moi personnellement, de rencontrer Bahouri et discuter sur les questions liées à la conduite du cadre de dialogue. Donc nous avons eu un entretien de plus de 30 minutes et je crois que cela a donné beaucoup d'avancées au niveau de l'Union sacrée hier qui était aussi à sa position et aujourd'hui considère que si toutefois on doit finir avec la transition, il faut que le Premier ministre ouvre rapidement un cadre permanent de consultation. Bien, docteur Ibrahim Souri Diallo, nous n'allons pas vous quitter, nous allons aller à la pause et vous revenir après nos obligations commerciales. Merci. Promo exceptionnel, le 50-50. Pour la fin d'année, Kavi Media vous réserve beaucoup de surprises. Institutions, entreprises et particuliers, du 15 décembre au 15 janvier 2025, Kavi Media lance une grande promo. La promo 50-50. Venez communiquer chez nous avec 50% de réduction sur les tarifs des spots télé et radio pour valoriser votre maison, vos produits et services en payant seulement la moitié des frais de diffusion pendant un mois. C'est pas génial ça? La promo 50-50 du 15 décembre au 15 janvier 2025, c'est seulement sur... Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. La page publicitaire, vous l'avez déjà compris, avec notre partenaire Mondial Express. Faites-y un tour si vous avez en tout cas des occasions de voyage et autres. Vous ne serez pas dessus. Nous, on va continuer avec notre invité de ce matin, Dr Ibrahim Souri Diallo. Avec lui, nous parlons de la relance du cadre du dialogue inclusif interguinéen pour une sortie rapide de crise, si c'est bon du côté de la réalisation. Dr Diallo, est-ce que vous êtes au bout du fil déjà?
Oui, je suis là. Allez-y, nous vous écoutons. Vous parlez tantôt de Baouri, des démarches rencontres que vous avez eues avec le PM. Justement, pour appuyer les propos d'Abdallah, vous parliez des avancées après les échanges avec Baouri. Dites-nous ces avancées. Oui, bon, les avancées sont entre autres, parce que vous savez, M. Baouri, il y a eu pendant tout le temps qu'il est venu, c'est-à-dire à la primature, mon organisation politique et puis membre de l'Union sacrée dans l'ensemble, personne n'avait vraiment approuvé du fait qu'il est là. Mais il faut rappeler que c'était un problème, je veux dire, d'incompréhension, parce que M. Baouri pensait à un moment donné que le cadre de dialogue, dans son contexte, n'était pas du tout ficelé, parce qu'il est issu de ce cadre. Et aujourd'hui, nous on fait comprendre que, monsieur le Premier ministre, vous devez être au-dessus de la même mêlée et vous devez comprendre que, à partir du moment que vous êtes le premier de tous les ministres, vous êtes, c'est-à-dire, une institution, et non maintenant le président de votre parti politique. C'est pourquoi on doit discuter sur le cadre de dialogue. Le cadre de dialogue, dans son contexte actuel, c'est-à-dire ne répond plus aux critères de la réalité sur le terrain. Donc, selon vous, docteur, selon vous, aujourd'hui, il faut carrément changer le format. Non, le format doit changer, c'est clair, hein, parce que le format actuel de dialogue, il faut rappeler qu'il y avait trop, c'est-à-dire de structures, il y avait trop de structures. Quand il y a trop de structures, les décisions qui doivent sortir de là doivent être, c'est-à-dire des décisions qui ne sont pas du tout partagées. C'est pourquoi nous avons estimé quoi. Il faut prendre les acteurs qui entrent dans le cadre des élections. Parce qu'ils parlent de transition, parlent d'élections. Donc, lorsque nous parlons d'élections, c'est les acteurs qui compétent qui doivent se retrouver. Mais de quel acteur parlez-vous? De quel acteur parlez-vous? Hein? De quel acteur parlez-vous? Je parle des acteurs politiques. Vous pouvez les nommer? Certains au moins? 3, 4? La société. Non, j'ai dit les acteurs politiques. Mais pour vous, quels sont ceux qui ne doivent pas être dans le dialogue? Quels sont ceux qui ne doivent pas être dedans? Suivez-moi. Je ne parle pas d'un parti politique, je parle des acteurs politiques. On parle aussi d'acteurs, docteur. Je ne suis pas un leader. Hein. Bien. Attention. Je dis, quand on dit dialogue, les politiques doivent avoir ses représentants. Hein? La société civile doit avoir ses représentants. Et le gouvernement doit avoir aussi ses représentants. Et c'est de ça il s'agit. Parce que lorsque vous venez à un dialogue qui dépasse 20 à 25 représentants, ce n'est plus un dialogue. Ça devient un forum. Ah, d'accord. Donc vous voulez un dialogue restreint, c'est ça? Oui, mais le dialogue doit être structuré. La structuration du dialogue doit obéir à quoi? À la désignation. C'est-à-dire, certains acteurs doivent comprendre qu'ils ne sont pas obligés d'être autour de la table, mais peuvent être représentés. C'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on appelle alors? Qu'est-ce que vous appelez dialogue inclusif? Qu'est-ce que vous parlez de cela? Vous faites ça de quoi? C'est ça qu'on appelle inclusif. Un dialogue inclusif lorsque chaque corporation donne sa représentation. On ne peut pas prendre toutes les secteurs et les lire. C'est pas possible. Mais aujourd'hui, si on se retrouve dans cette situation, ce sont les formations politiques qui ont conduit vraiment le CNRD à ne pas organiser le référendum plus tard, le 31 décembre 2024. Pour vous, ce sont les politiques qui sont à la base de cela? Non, ça c'est pas les politiques. Ça c'est le fonctionnement du gouvernement. C'est le gouvernement qui n'a pas su s'organiser pour vraiment respecter les partenaires qui sont les décideurs. Et si aujourd'hui, ils ont fait un chronogramme sans nous associer, ils ont fait un chronogramme sans associer les politiques, ils ont fait pendant les 2 ans, les politiques sont restés à l'écoute, on n'était pas associés dans ce chronogramme et nous l'avons accepté comme tel. Cela veut dire que le gouvernement devait mettre tout en œuvre pour que cela soit respecté. Mais nous avons vu quand même le président dissoudre son gouvernement parce que pour fait des résultats, c'est pourquoi M. Baouri est revenu. Mais M. Baouri, quand il est revenu, au lieu de faire l'analyse avec les facilitatrices, les invités, comprendre où
où elles se sont limitées, ce qui n'a pas marché, corriger ce qui n'a pas marché, pour mettre un mécanisme de suivi, il ne l'a pas fait. Il est resté là pendant plus de 9 mois. Comme ça, donc ça n'a rien fait. Moi, je pense qu'on ne peut pas dire que c'est M. Baouri qui a un PPC, c'est-à-dire le respect du chronogramme. Non! Il n'a fait que hériter. Docteur, les discours ont changé, hein, docteur. Les discours ont changé. Il y a sous peu, vous récusiez quand même Baouri comme étant un mauvais juge, un juge partial dans un procès. Aujourd'hui, dites-nous quel a été ce déclic qui vous a quand même conduit à un changement radical. Non, suivez-moi. Quand je parle de M. Baouri, nous ne sommes plus en 2024. M. Baouri avait des problèmes avec nous jusqu'en le 31 décembre 2024. Pourquoi? Parce que M. Baouri est venu, il n'a pas pu organiser le cadre. Il est resté là à faire autre chose. Qu'est-ce qui a changé en 2025? Nous avons dit le nécessaire de 2024, c'est l'échec. C'est pourquoi, quand je parle aujourd'hui, c'est parce que le président a tenu son discours et de trouver quelque chose de bon dedans. Et M. Baouri est le seul qui peut faire la mise en œuvre de ce que le président a dit. Le seul, vous dites. C'est important de discuter avec Baouri. Oui, c'est lui le chef du gouvernement. Allez. Alors, docteur, justement parlant du président, vous aviez pris l'initiative au niveau de l'Union sacrée, via le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, pour pouvoir rencontrer le président et échanger avec lui autour d'un certain nombre d'éléments aboutissant à un dialogue inclusif. Dites-nous, en sommes-nous avec cette démarche? Bon, cette démarche n'est pas préparée dans la mesure où le ministère n'a pas pu nous inviter pour nous dire que le rendez-vous est obtenu. Ce n'est pas grave, mais l'essentiel est de rappeler que ça, c'était des éléments de 2024. Et aujourd'hui, le président est venu devant le peuple de Guinée et a parlé. Il y a beaucoup de demandes dans ce qu'il a dit, mais il y a beaucoup de insuffisances qu'il faut maintenant régler dans un cadre formel de concertation avec le Premier ministre. Bien. Monsieur, docteur, cette autre question. Votre parti, si je ne me trompe, est en observation, c'est ça? Je n'ai pas bien compris. Votre parti est mis en observation, si je ne me trompe, ou sous observation? Oui, mon parti est en observation. Nous avons déjà déposé l'état financier de ce qui nous manquait, nous. On n'avait pas beaucoup de choses à présenter. D'accord. Donc, on vous reproche combien de points? Vous dites que c'est l'état financier juste qui vous manquait, pas de congrès et autres. Quand vous parlez de l'état financier, il y a la liste de cotisations, et puis il y a la liste des donateurs. Tout ça c'est dans l'état financier. Donc, c'est seulement le point qu'on avait. C'est le seul point qu'on c'est le seul point. On n'avait pas d'autre. Donc, vous organisez fréquemment vos congrès, vous tenez vos assemblées. C'est normal. Demandez-moi ce que dire. Bien. Vos amis des forces vives, dites-nous comment ça se passe. Est-ce que la communication continue? Oui, nos amis de la force vive, je vais tout simplement leur dire. J'avais prévenu lors de mon discours d'éviter des manifestations qui ne sont pas organisées. Des manifestations dont vous-même vous ne pouvez pas être sur le terrain et conduire, c'est-à-dire les manifestants, donner l'itinéraire et aller marcher, vous ne pouvez pas, n'engagez pas de désordre dans le pays. C'est pas bon. C'est pourquoi, hier, ce qui s'est passé, vous-même avez vu. Donc, ce n'était pas le moment, ce n'était pas opportun de lever seulement dire aux gens, manifestation que vous-même, vous ne pouvez même pas donner, c'est-à-dire un schéma de la manifestation. Oui, c'est-à-dire qu'il faut faire la différence entre manifestation et la marche. La marche, elle est différente de manifestation. La marche indique un point de départ, un point d'arrivée. Cependant que la manifestation invite à chacun, chez lui, et puis dans sa zone, de montrer sa colère contre le gouvernement. C'est ça. Mais cette fois-ci, ils ont été responsables, docteur, parce que de part et d'autre, décidés en passant par chez nous, ils ont insisté sur le fait qu'ils n'ont demandé à personne des étés de cailloux. Oui, mais s'ils n'ont demandé à personne des étés de cailloux et qu'ils n'ont pas mis des gens pour vraiment empêcher les gens d'être cailloux, des étés de cailloux, ils n'ont pas sécurisé c'est-à-dire les manifestants. Cela veut dire que de plusieurs façons, ils n'ont pas du tout pu atteindre leurs objectifs qui sont fixés. Parce que lorsque vous dites de ne pas jeter les cailloux, vous devez mettre des mécanismes pour empêcher les gens de jeter les cailloux. Moi, j'étais pendant 5 ans responsable des manifestations en Guinée. Mais vous-même, vous savez de ces gens-là.
les manifestations étaient vraiment des manifestations organisées, coordonnées. Mais quelquefois meurtrières, Docteur était là. Docteur, ça glisse, hein. Ça glisse. Ça glisse. Quand vous étiez responsable, il y avait des cas de mort. Pendant 5 ans, les manifestations étaient des manifestations civilisées? Oui, ou des manifestations où il y avait des records de morts. Non, attention. Attention. Moi, quand je suis venu organisateur des manifestations, je demandais le général Bala Samoura et M. Bafoué. On venait au gouvernorat, on indique l'itinéraire, il nous encadre, on marche et on se retourne. Il nous accompagne en se retournant. Avec c'est beaucoup l'ensemble de l'opposition. La précision est importante. Je parle de l'opposition républicaine. Quand je suis venu là-bas en tant que président de la commission d'organisation des manifestations, avant que je n'arrive, il y avait eu des cas de mort, beaucoup. Mais quand je suis venu, il y a eu un seul cas. Ça aussi, la personne qui avait commis l'acte a été arrêtée. L'arrestation de capitaine Kali. Kali de Gallo, vous savez, du côté de Bambeto, il a été arrêté parce qu'il y a eu un tir. Il a été accusé et je crois bien le procès s'est passé. Et après, il a été acquitté. Je crois bien. Malheureusement, on l'a perdu. Hein. C'était quand même intéressant de parler de ce sujet avec lui. Et Dr Ibrahim Souri Gallo, membre de l'Union des forces sacrées de Guinée, qui était notre invité de ce numéro. Il faut le rappeler. On se tourne vers cet autre sujet, direction du Sénégal. Hein. C'est sans doute à la fin de la coopération militaire entre la France et l'Afrique. Le président Emmanuel Macron, comme un coup de massue, a affirmé que le départ annoncé des bases françaises aurait été négocié entre les pays africains qui l'ont décrété la France, tout en estimant que c'est par simple commodité et par politesse que la France a consenti la primeur de l'annonce à ces pays africains, une sortie qui n'a pas laissé indifférents les dirigeants africains. La réponse du Sénégal ne s'est pas fait attendre. Le Premier ministre Ousmane Sonko a aussitôt botté en touche cette affirmation, soulignant qu'elle est totalement erronée et qu'aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour. Il explique que la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté en tant que pays indépendant, libre et souverain. Yaya Diallo, un divorce au goût très amer. Absolument très amer et qui frise même, disons, des conflits géopolitiques, tout simplement, qui sont en gestation parce que Macron l'a annoncé à l'occasion de la conférence des ambassadeurs de la France et ça veut tout dire. Parce que ce sont ces ambassadeurs-là qui font la promotion de la politique française à l'international à travers toutes les représentations françaises. Donc c'était une occasion solennelle de rappeler un certain nombre de choses. Et pour le dirigeant français aussi de préciser que, parce que pour beaucoup, c'était la question essentielle déjà, pour beaucoup, la France a complètement perdu son influence en Afrique. Il tenait à rappeler que la France était tout simplement du Sud et s'est réorganisée. Et ça veut tout dire, et vous avez dit, vous savez, l'autre fois, on avait échangé autour de ça quand Alassane Ouattara avait annoncé le retrait des troupes françaises, au niveau du Tchad, la même chose. Et vous avez dit ici qu'il faut faire la part des choses entre une révolution à moitié vide et un arrangement tout court. Il y a eu une révolution à moitié vide au niveau du Sahel, entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, l'AS. Finalement, on a dit que le problème c'était la France, la Russie pourrait être la solution. À date, les attaques djihadistes continuent. De l'autre côté, nous avons le Sénégal, il faut le rappeler, pour le cas de Sonko et son PASTEF, ce sont des discours qu'il tenait il y a longtemps, bien avant qu'il ne soit au pouvoir. Il y avait des choses qu'il avait, disons, dans leurs discours respectifs, qu'il avait rappelé la nécessité de revoir un certain nombre de choses. Ce sont les accords de partenariat, ces partenariats militaires. Ça, il faut faire la part des choses et je comprends la sortie du Premier ministre sénégalais. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le Tchad et autres, je suis de ceux qui pensent que Macron a raison qu'il y a eu effectivement des discussions au préalable. Ce n'est pas anodin. Il ne faut pas qu'on pense que c'est une révolution concertée avec les chefs d'État. Ce sont des chefs d'État qui ont des agendas différents, qui ont des acquaintances différentes avec l'État français, notamment avec Emmanuel Macron. Donc c'est pour autant dire que il y a un problème qui se pose. La France, naturellement, est en train de perdre pas qu'en Afrique, mais un peu partout, de par sa politique contre-productive, sa politique étrangère française ces dernières années. Il faut le rappeler encore une fois. Maintenant, la question qu'il faut se poser,
Il y a eu ces retraits qui ont été annoncés au niveau du Tchad, au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a eu Sonko aussi qui a rappelé à travers son président, Bassirou Diomaye Faye. Ce sont des éléments qui sont diamétralement opposés et que le président français a tenté de mettre tout dans un même panier. Alors qu'en réalité, au niveau du Mali, par exemple, quand le président français rappelle que c'est quand les militaires sont arrivés au pouvoir qu'ils ont décidé de quitter d'eux-mêmes, je dis que c'est faux, c'est pas comme ça. Ils ont été obligés parce qu'au regard d'un certain nombre de faits, dit-on, c'est une guerre de communication là. Au niveau de la zone. Mais on est, en tout cas, de toute évidence, nous suivons les choses. Il y a eu cette mission Barkhane qu'on avait déployée au niveau du Mali, qui n'a pas pu apporter quelque chose. Tout le nord du Mali était occupé. Il faut le rappeler. Quand vous êtes là, Abdallah, quand vous venez m'assister et que votre assistance, disons, n'apporte pas et aggrave ma situation, et je dois me questionner. Je dois parier sur votre bonne volonté de m'assister. C'est ce qui se passe là. Alors, les autres ont dit attention. Attends, tu penses que c'est une bonne volonté pour la France d'assister le Mali? C'est pas une bonne volonté. Bien. C'est pas une bonne volonté. On se comprend. Mais c'est ce que je suis en train de rappeler. Oui. Pour le président français, si aujourd'hui il y a un certain nombre d'États qui sont souverains ou qui s'appellent souverains aujourd'hui, c'est parce que la France était là, à leur côté, pour assurer les sécurités. Et c'est ce qui a irrité la colère de Sonko, qui parle d'une déclaration inexacte et condescendante. Parce que pour lui, tout simplement, c'est une insulte, à l'endroit de ces États et au continent africain de manière générale. Oui. Donc, je le comprends parce que tout simplement, ce sont des cas qui ne sont pas liés forcément. Il y a eu des partenariats. Quand nous voyons les accords qui lient la France et ces États-là, mais ça frise la colonisation, on l'avait rappelé ici. Voilà, donc je pense que ce sont des éléments, c'est un discours politique encore une fois, ce sont des éléments qu'il faut mettre sur table aujourd'hui. Au niveau du Mali, au niveau du Sénégal, au niveau au niveau du Niger, il n'y a plus, disons, de base militaire française. Au Sénégal, on l'avait rappelé, il faut revoir le partenariat. On a anticipé, c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Je l'avais rappelé, le président français l'avait dit parce qu'il voyait les choses venir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Partout là, on dit que c'est la France, c'est des chasses gardées de la France. Allons-y, anticipons, discutons et trouvons une solution à l'amiable. Comme ça, on va dire que c'est un cas général et que la France est en train de se repositionner et que c'est de par sa volonté et avec l'assentiment de ces partenaires, États partenaires-là, qu'on a pu trouver un terrain d'entente. Oui, alors qu'en réalité, tu le rappelais, il y a tout à fait. Semaines. Alors qu'en réalité, c'est fait à dessein. Donc je pense que, à nous, comme l'a fait les Sénégalais, que ce soit la Guinée, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou le Niger, c'est l'Afrique d'abord. Il appartient à nous de voir clairement les choses et de comprendre effectivement là, il s'agit là. C'est moi qui le dis, c'est le président français, des repositionnements. Par rapport à quoi? Par rapport à la politique internationale qui change. Par rapport à la géopolitique qui change aujourd'hui. L'ordre mondial change. Donc il faut se repositionner. La Russie est partie. Elle est déjà, elle tape ses tentacules partout à travers l'Afrique ici. Donc comment faire en sorte que la France aussi puisse se repositionner et avoir ce tentacule partout? C'est la question qui reste posée aujourd'hui et je suis de ceux qui pensent qu'il ne s'agit pas là de faire de l'Afrique une chasse gardée d'une puissance ou d'une autre. Il s'agit là d'un partenariat d'égal à égal et c'est ce qu'il faut dire à nos dirigeants de part et d'autre encore une fois. Il faut que nous sortions de ces complexes-là. Ce sont nos partenaires, la France est un État. Nous sommes des États, c'est vrai qu'il y a une histoire qui nous lie. C'était notre colonie, il faut le rappeler, mais il faut à un certain niveau que ce respect soit réciproque entre nous, États africains, mais aussi la France. Je pense que c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Et je comprends entièrement le Premier ministre sénégalais qui rappelle un certain nombre de choses. Les États sont souverains et comme tels, ils sont libres d'établir effectivement un plan de partenariat vis-à-vis de toutes les puissances. Oui, Mohamed Ba, le PM, la situation devient quand même préoccupante entre la France et certains États africains. Bref, en général, le continent. Le continent, la France, on parle particulièrement de la France, mais je pense que c'est un changement qui est en cours et qu'on ne peut plus arrêter. C'est parti.
dans ce pays, en Afrique, beaucoup plus si on parle de la France, on ne parlera pas de tout le continent, on parlera des pays qui sont vraiment, qui ont une relation particulière avec cette puissance étrangère qui n'est autre que la France. Mais il faut comprendre que la France, c'est pas parce que c'est la France que ce problème arrive. Il y a un changement mondial qu'on appelle la géopolitique qui est en train de s'imposer partout qu'on le veuille ou pas. Nous voyons, il y a des années, on ne parlait pas de la Turquie, on ne parlait pas de certaines puissances beaucoup plus influentes dans le comment je vais dire ça, en Afrique, c'est le cas de la Chine, en tout cas dans certains pays francophones, c'était presque la chasse gardée de la France. Mais aujourd'hui, vu tout ce qui se passe, d'abord dans ces pays africains, c'est-à-dire les différents coups d'État qu'on a connus pendant cette dernière décennie que nous avons connue, je crois que c'est là en train de rebattre les cartes un petit peu. Donc vous comprendrez que ce n'est plus la France seulement, mais il faut voir qu'il y a la Chine, il y a la Russie, il y a la Turquie, il y a l'Union européenne également qui est en train de qui s'impose quelque part, qui a une certaine obligation. Vous comprendrez que les ressources de l'Union européenne en grande partie, plus de 30% selon certaines statistiques, c'est l'Afrique qui donne. Donc l'implication est importante de la part de l'Union européenne. Sur le plan militaire, vous comprendrez que partout où il y a eu des coups d'État, partout où la France a eu des problèmes avec ses anciennes colonies, la Russie, comme on appelle la Russie, la Chine, chacune de ces pays ont essayé de prendre la place de la France. Donc moi je pense que le vent qui est en train de souffler, il n'y a rien à dire, c'était comme le vent de l'indépendance qui a soufflé, que la Guinée a été l'un des tout premiers, pour ne pas dire le premier pays en Afrique occidentale ou en tout cas en Afrique francophone, de lever le petit doigt, dire que nous voulons notre indépendance en 1958, et puis 2 ans après les autres pays ont suivi. Nous voyons ce qui se passe avec le Sénégal, c'est presque le Sénégal de la Guinée de 1958 que nous connaissons aujourd'hui sur le plan militaire, ce qui est en train de se passer. Donc ça va se poursuivre, pas parce que le Sénégal ne veut plus de pays, une autre puissance étrangère. Ce n'est pas parce que c'est la France, c'est parti, non. Ils ont la possibilité, les Sénégalais ont la possibilité de pouvoir renégocier. Tous les pays aujourd'hui, ce qui se passe avec la France, s'ils n'ont pas d'intérêt dedans, dans ces négociations qui existaient depuis des décennies, plus de 50 ans, 60 ans, il faut le dire comme ça, il est temps, ils pensent qu'il faut renégocier. Ça va se passer, on ne voit que le Sénégal aujourd'hui, mais ça se passera dans beaucoup de pays parce que la Russie est juste derrière la porte. La Chine est juste derrière la porte. Sur le plan armement, la France ne peut pas dire qu'elle est plus que toutes les autres puissances étrangères que nous connaissons, la Chine, les États-Unis ou je ne sais pas, la Turquie. Chaque pays a une force. Mais sur le plan armement, tu es libre d'acheter des armes avec les États-Unis, avec la Russie, avec vraiment autre pays. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est tout à fait normal. On renégocie, vous êtes d'accord, on bouge, on va avec. Si vous n'êtes pas d'accord, il y a d'autres parties qui vont venir, on change et puis on essaiera de partir. Donc aujourd'hui, c'est un vent qui est en train de souffler. Et si la France arrive à résister, tant mieux, mais je ne crois pas, parce qu'à l'interne même, ça pose de problèmes avec la montée des partis, comment je vais appeler, dans les différentes formations politiques qui se bousculent à l'interne même au niveau de la France, voire même dans beaucoup de pays européens. Donc cela va se répercuter au niveau du continent africain. Oui, Mohamed Lebas, c'est peut-être fini, on pose la question entre l'Afrique et la France. Ce n'est pas fini. Ah bon? Ah ouais, ce n'est pas fini, c'est loin de finir. C'est vrai, ce qui s'annonce, c'est comme si c'était, disons, un processus de décolonisation, mais c'est autre chose parce que les dirigeants africains, vous allez voir, aujourd'hui, quelqu'un va commencer un processus. Il quitte, c'est lui qui va venir, il va tout chambouler et puis voilà, revenir encore à la case départ. Vous allez comprendre que c'est un éternel recommencement. Par rapport aujourd'hui à cette, disons, cette sale période que traverse la France, d'abord même d'ailleurs qui n'arrive pas à gérer ses propres problèmes, parce que la crise commune aujourd'hui, l'administration publique en France, nous le savons tous, Macron qui n'arrive pas à gérer sa crise chaque jour que Dieu fait en France, parce que tout est presque sans dessus-dessous. Et aujourd'hui, est-ce que cette même France peut porter main forte à un autre pays d'abord d'ailleurs qui traverse aussi la même crise ou plus que d'ailleurs il faut voir. Je crois que c'est non, mais quand on parle de repositionnement, moi j'y crois parce que je sais tout simplement que nous Africains, d'une part on a du mal à assumer cette souveraineté qu'on a demandé au lendemain quand même de la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est de ça qu'il s'agit.
Aujourd'hui, de quand peut-être vont me prendre pour un fou, mais je me dis que ce repositionnement dont parle la France, ça va s'opérer, vous allez voir les résultats dans les jours à venir, parce que la drague chez nous, la sociologie de la drague, ce n'est pas difficile. On paraît quand même comme étant cette jeune fille que tout le monde, c'est-à-dire courtise, et puis finalement, voilà, qui tombe facilement sous le charme quand même d'un mignon garçon, et puis après, voilà, arrivent les conséquences qu'on ne puisse même imaginer. Par rapport à cette question aujourd'hui de la France-Afrique, ce n'est qu'un petit moment. Vous allez voir après 2 ans ou 1 an, peut-être même que ça ne va pas. Pour toi, tout peut changer. Tout peut changer et j'en suis sûr que tout va changer. Parce que ce sont des discours que moi je crois politiques jusqu'à date. C'est une guerre d'intérêt alors. C'est une guerre d'intérêt. Peut-être qu'aujourd'hui, la Russie, on peut peut-être impliquer la Russie dans tout ce qui se passe dans les mais bien sûr, c'est une guerre d'intérêt. Vous l'avez rappelé vous-même. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. C'est une guerre d'intérêt. Aujourd'hui, la Russie quand même frappe à toutes les portes. La Russie est en train de se refaire une virginité en Afrique. La Russie est en train quand même, dans ce processus de repositionnement dont parle la France pour un futur, mais c'est que la Russie est en train de vivre ce présent-là. La Russie est déjà en avance. Oui, bien entendu, mais est-ce qu'elle va réussir? C'est là la grosse interrogation qu'il va se faire. Ouais. Pour le moment, il faut prendre c'est-à-dire ce processus-là avec les pincettes et attendre réellement, analyser avec beaucoup de prudence ce qui va se passer, parce que ces pays africains-là trahissent souvent. Trahissent souvent. Et il faut le rappeler, c'est la Russie qui réclame un monde multipolaire. C'est elle qui est le chef de file de toutes ces dissidences-là, tous ces États dissidents. Oui, il faut le rappeler, Abdallah. Vous l'avez suivi à l'occasion de cette conférence-là. Il a dit clairement, Poutine, nous exigeons et nous réclamons un monde multipolaire. L'Occident ne va pas nous dicter ce que nous devons faire. Et il a invité les pays africains de réfléchir à cela. Et la réflexion est déjà comprise. Hein, à voir toutes ces réactions des États africains, des chefs d'État de ce côté. Hein. Nous estimons que peut-être que la France va résister à cette tempête, comme le rappelait tout à l'heure Mohamed. Attendons de voir. Merci, Yaya Diallo. Merci Abdallah, merci à tous. Merci Mohamed Leba. Merci Abdallah, merci à tous. Merci Mohamed le PM. Merci Abdallah, merci à tous. Merci à l'équipe technique du jour à la radio. Il nous a conduit de ce côté avec ses mains magiques. Mamadou Diallo du côté de la régie télé, Vaba Kouivogui, Salimatou Sissé et toute l'équipe de Michel Ouamounou, et de Moussa Dramé et de Oumar Diallo. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. Malheureusement, aujourd'hui, avec le réseau qui n'est pas de notre côté, on n'a pas pu lire vos différents SMS. On s'en excuse. On se reprend demain. Même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée.